Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le bilan du mois d'octobre et on va pas trop traîner parce qu'il y a quand même pas mal de lectures. Vous allez le voir, ce mois-ci est un petit peu particulier mais j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu 11 romans. J'ai lu 11 romans pour 4971 pages, donc je suis hyper contente, je pensais pas du tout arriver à ce chiffre-là, sachant qu'en plus il y a des lectures que j'attendais beaucoup, qui me faisaient très envie, qui ont été un petit peu déceptives, et d'autres qui me faisaient très peur, où je pensais ne pas du tout aimer, qui ont été des très très belles surprises. Donc franchement je suis très contente de ce bilan, même s'il a été un petit peu en dents de scie. J'ai écouté 5 audios, j'ai lu 2 livres en numérique et le reste en papier, donc ça fait 4 livres papier. J'ai fait 6 achats, donc plutôt pas mal. J'aimerais bien rester à peu près dans ce chiffre là, si je peux un petit peu moins, un peu plus, bref. Sachant que le mois prochain je risque de beaucoup craquer puisque j'ai des précommandes et en plus j'ai un salon littéraire, donc il risque d'y avoir pas mal d'achats le mois prochain. J'ai lu 4 livres qui n'étaient pas dans ma pile à lire et j'ai abandonné 3 romans. Oui, j'ai abandonné 3 romans, je suis à la limite d'en abandonner un 4ème, mais pour l'instant j'ai abandonné 3 romans. J'ai abandonné Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas, j'ai pas du tout accroché avec l'histoire, la façon dont c'est écrit, c'est parlé, etc. Ça faisait très adolescent et je peux comprendre puisqu'on est avec des personnes adolescentes, mais c'était un peu too much pour moi et j'ai pas du tout accroché, j'avais pas envie de continuer. J'ai abandonné le 7ème guerrier mage de Paul Béorn que j'avais commencé en audio, mais encore une fois j'ai pas du tout accroché. Le début était très très particulier et je me dis que peut-être pour l'instant la fantaisie adulte c'est pas trop dans ma came, donc je vais quand même le garder pour le retenter une prochaine fois parce que je sais que c'était un cadeau de ma petite Sandra et en plus qu'elle adorait ce roman, donc je vais lui laisser une seconde chance, sachant que Paul Béorn j'avais déjà beaucoup aimé sa duologie Calam, donc je me dis pourquoi je n'aimerais pas celle-là, mais bon, on va retenter une prochaine fois. Et j'ai abandonné le Glen Afrique de Karine Gable, voilà, j'ai écouté le début, ça m'a pas convaincue. J'étais déjà pas méga hypée pour le lire, donc je l'ai enlevé de ma pile à lire, mais celui-ci je retenterai pas, et je pense pas tenter Karine Gable. En vrai, elle me tente pas trop, c'était une réception que j'avais reçue de chez Françoisière où il s'était juste trompé de livre. Du coup, je l'avais pas payé, donc je m'étais dit j'ai envie de tenter de voir un peu la plume de Karine Gable, mais ça m'a pas transcendé. Donc voilà, j'ai lu 1 heure ou 2 je crois, et j'ai arrêté. J'étais pas dans le mood et en fait il me fallait des lectures qui m'accrochent ce mois-ci, vraiment qui m'accrochent, pour que je puisse continuer parce que j'avais pas envie de me traîner des romans que j'aimais moyen. Voilà, j'ai envie de plus abandonner mes livres, de leur laisser un peu moins de seconde chance et voilà, peut-être pour un tort, mais en tout cas pour l'instant voilà, ça l'a pas trop fait pour ces 3 livres. Ce mois-ci était tourné sous le thème du gothique, vous allez voir que c'est à moitié réussi, puisque j'ai pas lu tant de romans gothiques finalement que ça. J'ai lu des thrillers et j'ai lu du fantastique. Ma palle est passée de 38 à 34, donc je suis très contente de ce côté là, même si j'ai fait beaucoup de lectures, comme je vous ai dit, j'en ai pas mal qui étaient hors de ma pile à lire, que je n'avais pas dans ma pile à lire, mais qui étaient soit des lectures, une lecture commune, ou des livres qui me tentaient beaucoup, ou des suites de sagas, et donc voilà. Je suis méga contente. Donc comme je disais, j'ai acheté 6 romans, il y en a 5, c'est des précommandes. Donc j'ai reçu ma précommande et du coup ma commande de chez Hurlevent, puisque j'ai commandé Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre et j'en ai profité pour prendre la Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Voilà, c'est une ancienne parution, mais comme je l'expliquais déjà dans certaines vidéos, dès qu'il y a une précommande, j'en profite pour prendre un autre pour être à peu près à jour. Et comme vous voyez, franchement, j'ai lu quand même pas mal de Hurlevent cette année, donc je suis très contente. Et j'avais 4 précommandes pour des romans de Noël. Le premier, c'est La Douce Magie de Noël de Clarisse Sabart. Voilà, Clarisse Sabart, je fonce toujours, je précommande. J'ai également pris les 2 romans de Karen Pont. Je le regrette peut-être un petit peu parce que apparemment finalement c'est peut-être
plus ou moins les mêmes histoires. J'ai envie de tester, sachant qu'il y en a une en audio, donc je pense que je vais me faire une en audio et une en papier. Il y en a une qui est un peu plus young adulte, une qui est un peu plus adulte, donc voilà, il s'agit de un Noël mi-figue, mi-praline et le désastreux Noël de la famille Praline. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire et de retrouver un peu la plume de Karen Pond parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Et j'ai pris également le Brittany C. Cherry, donc The Holy Dates, qui pour la première fois fait une romance de Noël. Donc j'ai hâte de la découvrir et j'espère aimer un peu plus que son roman de cette année, donc on verra un peu plus tard. Ce mois-ci, je n'ai commencé qu'une seule saga puisque j'ai commencé la saga de La femme de ménage, voilà, que j'ai écouté en audio, mais ça je vous en reparlerai après. J'ai terminé par contre 3 sagas. J'ai terminé la saga de Cassidy Blake avec Bridge of Souls. J'ai terminé la trilogie du mal de Maxime Chatham, donc avec Maléfice, et j'ai terminé la duologie de Jamais plus de Colleen Hoover avec À tout jamais. Voilà, je savais pas si j'allais le lire ou pas, ma belle-mère me l'avait mis dans mon sac un jour et là je savais plus trop quoi lire, je me suis dit une petite romance Colleen Hoover, sachant que Jamais plus, ça avait été un énorme coup de cœur, ça m'avait bouleversé ce roman, j'étais curieuse de savoir, de connaître la suite, même si, oui, bref, je vous en parle après. Et donc j'ai continué qu'une seule saga puisque j'ai lu le tome 2 de La femme de ménage, mais ça encore une fois je vous en parlerai juste après. On va passer tout de suite à mon update lecture sans trop traîner et j'ai commencé le mois avec la lecture audio de Maléfice de Maxime Chatham qui permet de conclure la trilogie du mal. On se retrouve avec Josh Brolin qui va être appelé pour une enquête de disparition de femmes et on les retrouve complètement mortes et complètement effrayées plutôt, un peu mutilées, bref, il y a pas mal de choses qui manquent, tous leurs organes sont sortis de leur corps, elles sont dans des cocons de fils d'araignées, bref. Pour les arachnophobes, cette histoire n'est pas forcément pour vous et du coup il y a des disparitions de femmes qui sont faites en pleine nuit sachant que le mari est juste à côté, qu'il n'a rien entendu, rien vu ni rien et voilà, donc on va suivre cette enquête là qui va conclure cet arc de trilogie puisque nous avons également Annabelle qui va venir à un moment donné passer du temps avec lui suite à leur rencontre à la précédente enquête et de fil en aiguille elle va se retrouver à l'aider dans son enquête et donc cette histoire est quand même hyper haletante, hyper page turner, on a envie de connaître la suite, c'est vraiment une dynamique que j'ai beaucoup aimée même si je pense que mon préféré est quand même le tome 2. Celui-ci m'a beaucoup fait penser au Lupin puisque on va être sur une enquête de meurtre, etc. un peu plus humaine, mais également des attaques d'araignées. Oui, ça commence comme ça, c'est que le collègue de Brolin va l'appeler pour la disparition, enfin non, parce qu'il vient de retrouver son frère complètement mort et suite à une piqûre d'araignée qui a été vraiment fatale et il y a plusieurs personnes qui se font attaquer, qui soit décèdent, soit sont très très malades et amenées à l'hôpital, donc il y a une épidémie de ce style là à côté de cette enquête là et c'est dans ça que ça m'a fait penser au Lupin. Et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'ambiance, l'enquête en elle-même. Je trouve que encore une fois ça casse pas trois pattes à un canard Maxime Chatham, c'est pas révolutionnaire. En plus c'est une saga qui commence un petit peu à dater, donc de les lire maintenant c'est peut-être plus ce qu'il y a de mieux. Je pense pas recommencer avec cet auteur parce que vraiment il ne m'a pas forcément marqué, il ne m'a pas forcément... Ouais, il n'a pas été révolutionnaire dans quoi que ce soit. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette conclusion. En plus, Brolin, il a ce côté profiler. Il a vraiment il est devenu détective privé, je crois. Et il a ce côté très profiler à analyser, à faire un profil. C'est un peu comme Esprit criminel, je crois, où il y a vraiment un profil qui est créé. Et en fait jusqu'au bout on est mené en bateau mais comme pas possible, j'arrive pas à me mettre bien.
On est mené en bateau comme pas possible et c'est ce qu'on aime dans les thrillers. Franchement, je pense que heureusement que je l'ai lu en audio parce que vraiment en papier je pense que j'aurais abandonné depuis un moment. Mais voilà, cette enquête je l'ai plutôt bien aimée, un peu moins que le tome 2, mais ouais, si vous êtes sensible aux araignées, elles sont très très présentes, vraiment tout est autour de l'araignée, de la soie d'araignée, etc. De savoir si c'est possible de créer humainement de la soie d'araignée et de ce côté là c'était hyper intéressant et très, très bien mené. Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard selon moi. Ensuite, j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen. C'était un cadeau de ma petite Sandra, encore une fois, qu'elle m'avait fait l'année dernière pour mon anniversaire. Je voulais la lire pendant la période d'Halloween parce que sorcière, etc. Ça se lit très bien aussi pendant la période de Noël, puisque on est vraiment fin d'année avec une ambiance un peu noëlesque, puisque dans cette histoire nous avons Mika qui est une youtubeuse qui fait semblant d'être une sorcière, sauf que en fait personne ne sait qu'elle est une vraie sorcière. C'est interdit de dire qu'on est des vraies sorcières, de montrer haut et fort et de crier haut et fort nos vrais pouvoirs. Mais Mika elle se dit bon personne va me cramer, sauf qu'il y a une famille qui va la cramer puisque elle va être appelée pour devenir la préceptrice magique de 3 enfants, 3 enfants qui ont été récupérés par une sorcière et en gros il y a une échéance au 26 décembre où ils vont devoir aller ils ont une visite un peu particulière et en fait les jeunes femmes n'arrivent pas à contrôler leur magie, donc ils ont peur que tout vienne tout capoter et dans l'esprit c'est il faut séparer les sorcières, il faut pas du tout qu'elles vivent ensemble et c'est même l'esprit des matriarches sorcières et on va voir tout ce côté là. Alors, encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un canard, vraiment. C'est de la cozy fantasy vraiment mignonne, vraiment toute douce, etc. Ça parle quand même de sujets assez importants et assez profonds. On parle parce que les jeunes filles sont quand même orphelines. Enfin bref, il y a quand même des sujets qui sont bien traités et qui sont très importants. C'est une lecture assez toute douce pour soit Halloween, soit Noël, comme je vous le disais. C'est pas horrifique, ça fait pas peur. On est avec beaucoup d'humour. En plus, on a un petit enemies to lovers puisque on a un protagoniste masculin qui ne veut pas du tout de cette préceptrice, qui la prend pour un peu pour une marchande de tapis, il y croit pas trop, il a pas trop envie qu'on vienne mettre le nez dans cette maison et dans cette famille. Ils sont très très liés tous ensemble et voilà, j'ai trouvé leur union et leur lien entre eux très très beau. On a la plus grande des jeunes filles qui est un peu dans le même esprit que le jeune homme où elle en veut pas ni rien. On a Milka qui est là en fait qui fait que bouger de ville en ville parce que elle a pas de point d'attache, elle a pas de parents, elle a été élevée par une des matriarches, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle est un peu contre et elle veut faire bouger les choses parce que c'est la nouvelle génération et qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mises en place et bien fait. Voilà, les temps changent, mais les matriarches restent campées sur leur position et voilà. Donc voilà, c'était une très très bonne, c'était une bonne lecture. J'ai pas eu un coup de cœur, ça n'a pas été une excellente lecture comme j'ai pu le voir partout. Vraiment, je voyais que des coups de cœur, des immenses belles lectures, etc. C'était sympa, ça casse pas 100 pattes à un canard, vraiment. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien. C'était une lecture que j'étais contente de faire à Halloween, mais quand même toute douce, donc du coup je l'ai fait en début octobre. Et c'était parfait, j'étais pas encore dans le côté un peu sombre et vampirique ou sombre tout court. Et du coup voilà, c'est plutôt pas mal. Après c'est ce que je disais, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai ensuite lu Bridge of Souls de Victoria Schwab, donc ça c'est le 3e tome de Cassidy Blake. Je l'ai là en VO.
mais je l'ai lu en français. C'est de la jeunesse où on suit Cassidy Blake à travers le monde, qui a vécu une expérience de mort imminente et depuis elle peut traverser les voiles, elle peut voir les fantômes, elle peut agir sur les fantômes, et dans le premier tome on voit toutes les responsabilités au final qu'elle peut avoir et le rôle qu'elle peut avoir en tant que chasseuse de fantômes. Et elle a des parents qui sont médiatisés et qui ont une émission de télé justement sur les chasseurs de fantômes, sauf que eux ils n'ont aucun don paranormaux. Bref, ils n'ont aucun lien avec le paranormal, mais ils ne savent pas qu'elle en a en plus. Donc voilà, c'est des courts romans. Donc le premier tome, on est à Édimbourg. Le deuxième, on est dans les catacombes de Paris. Et là, on est à la Nouvelle-Orléans. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a une visite guidée à chaque fois des endroits les plus horrifiques et les plus hantés de la ville. Donc là, c'était hyper cool. Et en plus, on sent une espèce de messager de la mort qui la traque et la suit parce que à cause d'elle, en fait le fait qu'elle soit revenue à la vie, ça leur a fait louper une mort. Donc ils sont là, tu m'as fait louper une mort, donc t'es obligé de me rendre une mort. Et ils vont la traquer, lui faire des coups pas très très sympas. Et donc elle va devoir arriver à s'en défaire, sachant qu'en plus à la Nouvelle-Orléans il y a un comité, une société secrète comme les sorcières extraordinaires, mais là de tout ce qui est paranormal, fantôme, etc. Et j'ai plutôt bien aimé encore ce roman. C'est comme La Société très secrète, ça casse pas trois pattes à un canard, mais pour l'ambiance un peu halloweenesque, mais pas trop dark, puisque c'est vraiment adapté aux enfants, ça fait pas peur, c'est très jeunesse, mais ça aborde quand même la vie, la mort, le voile, les revenants, voilà, tout ce côté-là, mais je trouve que c'est plutôt bien amené sans avoir le côté qui va vraiment faire peur et qui va vous empêcher de dormir, mais ouais, j'ai plutôt bien aimé. En plus elle est toujours accompagnée de son meilleur ami Jacob qui est lui un fantôme, donc en fait elle a peur à chaque instant que ses actes le fassent disparaître lui complètement, parce que lui à un moment donné il va bien falloir qu'il aille vers la lumière et qu'il s'en aille pour toujours, mais ils veulent éviter au maximum, et en fait tous les choix qu'elle prend là va peut-être avoir des conséquences sur Jacob. Et voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Le premier tome je l'avais lu en anglais et franchement ça se lisait bien. Là je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en anglais, mais je vous avoue que l'anglais ça me fait tellement peur en ce moment que il faudrait vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses et que je me dise allez, reprends bien en anglais, et puis après ça ira tout seul, parce que là moi j'ai des sagas qui ont été commencées de traduction en français, mais c'est terminé, du coup je suis en attente et je ne sais pas si la suite va être traduite, donc j'aimerais bien pouvoir reprendre mes lectures en anglais. Désolée s'il y a des moments où je parle du nez, je sais pas pourquoi, il y a des fois mon nez se bouche d'un coup, je suis un petit peu malade. J'avais très envie de lire un Stephen King, et regardez-moi cette pabasse. Bon, il est très jaune, par contre je ne sais pas pourquoi il est aussi jaune, je pense que la lumière ne lui a pas fait du bien. C'était un cadeau de Alix, je crois, cette fois-ci pour mon anniversaire, c'est bien ça. Elle m'a offert Rose Madder, donc de Stephen King, qui était un Stephen King... je suis pas sûre qu'il soit hyper méga connu, mais je crois que c'était Séverine de Il est bien ce livre qui disait qu'il était génial. Et donc on va suivre Rose qui du jour au lendemain décide de s'enfuir de chez elle, de quitter son mari violent, et au bout de 14 ans de mariage, elle décide que c'était le truc de trop et elle va décider de s'enfuir et de fuir cet homme, de partir et de se reconstruire une vie. Elle part juste avec 300$ qu'elle lui pique via sa carte bleue, et elle part, voilà, se refaire une vie complètement, mais son mari en plus est un flic et va décider de la traquer. Voilà, il n'y a pas de raison qu'elle lui ait volé, qu'elle se barre, et voilà. Donc on est quand même sur un gros pavé, donc on aborde sur ce roman des sujets vraiment pas simples, avec beaucoup de détails. On est vraiment dans une ambiance un peu dark,
vraiment à la Stephen King. Ce côté-là, franchement, j'avais très peur. Vraiment, j'avais très peur de ne pas accrocher. En plus, comme je vous dis, c'est un énorme pavé. Il fait plus de 700 pages. Et du coup, je l'ai écouté en audio et franchement, j'étais complètement happée par cette histoire. Vraiment, en audio, c'est passé trop bien. Je pense qu'en papier, j'aurais peut-être décroché. Carrie, j'ai eu beaucoup de mal à le lire alors qu'il est minuscule. Donc celui-ci, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé comment les violences conjugales avaient été traitées. Tout le parcours vraiment de la fuite, de la reconstruction de Rose, etc. Mais aussi la traque du mari qui continue, comment il arrive à suivre sa piste, comment... Voilà, toutes ces pensées qu'il a, etc. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai énormément aimé et je pense qu'on aurait été sur un quasi parfait s'il n'y avait pas la touche de fantastique. La touche de fantastique m'a complètement perdue. Pourtant, vous savez que je lis de la fantasy, que je lis du fantastique et normalement, c'est pas censé me perdre. Mais là, vraiment, je trouvais que ça n'apportait pas grand chose, que ça, au contraire, facilitait beaucoup de choses, beaucoup dans le dénouement en tout cas, qu'il y avait trop de facilité grâce au fantastique et que j'aurais préféré une autre fin où il n'y avait pas ce côté tout fantastique, etc. Mais vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On sent vraiment le visage tuméfié de la jeune fille. On sent vraiment sa détresse quand elle arrive dans ces nouvelles villes, qu'elle essaye de trouver de l'aide. Il y a des mots très crus, vraiment, il y a des mots très crus dans ce roman, mais je trouve que l'histoire se bouffe et se tourne à une vitesse folle. Vraiment cette reconstruction, alors il y a des choses où tu te dis, franchement, c'est un peu trop lisse et un peu, enfin pas un peu trop lisse, mais c'est un peu trop facile et en vrai au bout d'un mois, elle a une vie de ouf déjà. Soi-disant tout goupille bien, le destin patati patata. Des fois c'est un peu trop facile de ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle va faire une bonne rencontre et ensuite ça va l'amener sur ça et ensuite ça va l'amener sur ça et finalement elle va avoir en très peu de temps elle va grandir et avoir une vie vraiment de ouf où elle va bien gagner son argent, etc. Un peu trop rapide de ce côté-là et ce côté vraiment fantastique à travers un tableau qu'elle achète et qui va lui changer sa vie parce qu'elle va faire des rencontres, parce que tout l'élément fantastique se passe autour de ce tableau-là et elle pense que toute sa chance va en découler de ce tableau-là. On va voir que tout ce qu'elle pensait aussi va un peu se retourner un peu contre elle puisque le tableau va faire certaines choses, mais vraiment, si vous voulez, alors si vous voulez pas lire un livre sur les violences conjugales, ne le lisez pas parce que vraiment c'est le sujet principal, c'est la reconstruction de ces violences conjugales pour rien. Il y a des choses très dures à lire même en tant que maman. Mais vraiment, franchement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment chouette. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez un peu plus compris le côté fantastique, si vous, il vous a fait un petit peu décrocher ou pas du tout. En tout cas, j'avais toujours envie de revenir dedans, de continuer cette histoire, de savoir si le mari allait la retrouver, comment ça allait se passer, etc. Et on est vraiment sur un girl power de malade là-dedans et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Surtout que ce livre a été écrit en 1995, donc en vrai ça fait du bien, vraiment c'est un livre qui fait du mal mais qui fait du bien aussi et voilà, franchement, quand je lis ce genre de livre, j'ai envie de lire les autres Stephen King et je pense que je vais m'en prendre d'autres parce que j'ai envie de lire son œuvre, voilà, même si vraiment le côté fantastique, ça a été le petit bémol pour moi. Nous avons ensuite La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox chez Faubourg Marigny que j'avais acheté en début d'année, que j'avais précommandé en début d'année. D'ailleurs elle avait sorti La berceuse des sorcières, c'était pas son premier. Deux femmes, deux époques, deux destins unis par la magie. J'ai bien envie de lire puisque j'ai pas mal aimé cette histoire. On va suivre Ivy qui a 23 ans
au lendemain de la guerre, en gros, de la Première Guerre mondiale. Elle habite à Londres et elle va apprendre qu'elle est l'héritière de un grand-oncle très 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 éloigné et du coup qu'elle va hériter de Blackwood Abbey, donc un domaine dans les Landes du Yorkshire, voilà. Et donc le domaine c'est Blackwood Abbey et elle a plus personne, elle a juste une meilleure amie à Londres, mais elle a perdu son frère pendant la Première Guerre mondiale et elle n'a plus d'autre famille. Blackwood Abbey en plus avait été à un moment donné utilisé pour sauver justement et pas sauver mais si sauver et guérir les soldats blessés pendant la guerre. Et donc elle va prendre ses clics et ses claques et elle va partir direction Blackwood Abbey. Elle va arriver dans un manoir un peu lugubre où elle entend des petits grincements et le personnel est amical mais pas trop non plus, voilà. Il y en a qui lui disent rapidement qu'il faut pas trop qu'elle reste très longtemps dans ce manoir là et surtout il lui cache une pièce très importante pour elle qui n'est autre que la bibliothèque, et donc il y a tout un mystère autour de cette bibliothèque. Elle fait des rencontres, elle est dans une nouvelle classe sociale, du coup elle fait des rencontres bonnes ou mauvaises. Il y en a qui essayent de la protéger, elle sait pas trop qui croire, qui ne pas croire. Elle se sent un peu enfermée chez elle, elle a le droit de rien faire, de pas avoir de téléphone, de rien faire vraiment, parce que pas de budget, etc. Mais voilà, elle va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres. Elle va avoir une petite romance avec un jeune homme qui lui demande de regarder, de visiter son manoir, enfin voilà, il y a pas mal de choses étranges autour de ce manoir, pas mal de mystères justement, et de mystères autour de cette bibliothèque qu'elle n'a pas le droit d'utiliser, elle n'a pas le droit de sortir les livres de cette bibliothèque, elle ne sait pas pourquoi, et donc il y a tout un mystère et un aspect assez gothique pour ça. Vraiment on est en plein dans le gothique dans ce roman. Je trouve qu'on a toutes les clés qui cochent pour avoir ce genre là. Et alors j'ai plutôt bien aimé, c'est pas un coup de cœur, un Faubourg Marigny qui va être un coup de cœur pour moi. Franchement, en grande partie j'avais craqué parce qu'il y avait marqué bibliothèque et pour la couverture qui est magnifique, mais elle est très... elle fait bien gothique quoi. Enfin moi je trouve que elle va parfaitement avec l'ambiance qu'il y a dans ce roman. On a vraiment ce côté un peu creepy, ce côté un peu fantomesque, un peu brumeux dans la campagne. On sait pas trop à qui se fier, à qui ne pas se fier. Il y a beaucoup de il y a quelques facilités je trouve. Il y a quelques choses qui sont pas très approfondies, qui sont un peu rapides, qui sont un peu faciles. Mais franchement j'ai passé un très bon moment et voilà, si vous voulez un livre gothique qui est assez récent, parce que celui-ci n'a pas un an, je vous le recommande parce qu'il est vraiment chouette. J'ai pas vu énormément d'avis sur celui-ci, mais j'ai passé un bon moment, j'ai lu assez rapidement. De toute façon il paraît gros mais il fait 400 pages, il se lit assez rapidement et assez bien, de façon fluide. Il nous happe, on a envie de percer les mystères de cette petite bibliothèque et voilà, franchement Faubourg Marigny de toute façon j'aime plutôt bien leur sortie, et celui-ci est une très bonne sortie à mon goût, surtout pour cette ambiance un petit peu fantomesque et un petit peu halloweenesque. Alors je vous fais cette vidéo avec des lectures un peu spooky, etc. Sachant qu'on est aujourd'hui le 1er novembre et que Maria Carey a dit It's time pour Noël. Donc je sais pas encore dans quel mood vous êtes, mais moi je suis pas encore totalement de Noël. Un roman que j'ai acheté sur un coup de tête, vraiment pour soutenir la maison d'édition, mais qui me faisait très peur. J'étais persuadée de ne pas aimer ce roman et pourtant je l'ai énormément aimé. Il s'agit du il s'agit du Serment de l'encre brune de Josepha Juliet chez les éditions Hurlevent. Voilà, est-ce que ça vous surprend? Non, je crois que j'en suis à mon 6e Hurlevent de l'année, au mois d'octobre, donc quasiment un par mois, c'est plutôt pas mal je trouve. Je suis
presque un jour dans tous les Hurlevents, vraiment. Là j'en ai que 2 dans ma pile à lire qui me restent, j'en ai 2 qui vont pas tarder à arriver, donc il va me rester 4 Hurlevents pour avoir lu tous les Hurlevents, et j'en ai un qui est en cours. Bref, ne compte pas vraiment. Bref, ce roman change un peu de la ligne éditoriale que faisait Hurlevent, puisque avec Hurlevent on est très dans le contemporain, historique, les manoirs, les vieux meubles, etc. Bref, vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y a, un peu esprit brocante, etc. comme les objets livres. Celui-ci, il faut savoir que pour moi c'est de la fantaisie. Vraiment, on est sur un univers de fantaisie un peu nature writing et un peu onirique. Ce côté nature writing et onirique me faisait très peur, puisque on a toute une ambiance autour d'une forêt magique, une forêt avec plein de pouvoirs, et franchement j'avais très peur de m'ennuyer, que ce soit long. Et franchement j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise par cette histoire. Et franchement si vous aimez la fantaisie un peu magique, avec un peu de guerre, mais quand même sur la sorcellerie, sur les dons, sur la magie, etc. c'est fait pour vous. Puisque on va suivre 3 points de vue autour de cette forêt de l'Angrebrume. Et on va suivre d'abord... J'ai plus... C'est une catastrophe. Bon, on va suivre Célène qui a épousé... Enfin qui est une noble qui a épousé le premier... garde de la royauté en gros, de son peuple, et ils vont découvrir dans le village plusieurs meurtres, des meurtres assez particuliers, et elle va avoir comme des rêves prémonitoires, elle va avoir des visions, elle va peindre des choses qu'elle n'a jamais vues en vrai, mais c'est son subconscient qui le peint. Elle peint une personne un peu noire, enfin très sombre, avec un loup. Elle a l'impression de voir tous les meurtres avant qu'ils apparaissent. Elle a une très bonne amie qui est l'apothicaire et qui va participer justement à toutes les autopsies, etc. Et il va y avoir toute une question de sorcellerie, de chasse aux sorcières, de trouver, d'enquête, de savoir qui a fait quoi, patati patata. Donc on a ce point de vue là. On a le point de vue d'Alix qui a quitté son domaine familial, qui était censée aller se marier, mais il y a eu un accident et elle se retrouve toute seule à errer dans l'Angrebrume. Elle va être au départ toute seule, elle a peur de ne jamais en survivre parce que l'Angrebrume c'est une forêt très brumeuse, très magique, très possédée, très ensorcelée, et il y a peu de survivants qui survivent à l'Angrebrume. Et elle va être pistée un petit peu par des loups et elle va se retrouver à être aidée par Louve, un autre personnage qui va la prendre sous son aile, qui va lui faire comprendre petit à petit que si elle survit à l'Angrebrume, c'est que l'Angrebrume l'a choisi et l'a accepté, et donc qu'il y a peut-être des raisons à côté de ça. Et il va y avoir toute une histoire de ce côté-là, et on va suivre Samson qui est un jeune homme, lui qui a fait apparaître des dons il y a quelques années, et qui va être intégré à un coven de sorciers et de sorcières, de personnes qui ont des dons et qui vivent à l'intérieur de l'Angrebrume, sauf que c'est des personnes qui sont censées être pacifiques et n'ont pas le droit de s'approcher de la guerre, de participer à la guerre, de choisir un camp. Voilà, ils sont juste là pour faire vivre la nature, pour répondre à l'Angrebrume, pour vraiment avoir tout ce côté-là, un peu de nature, de nymphes. Enfin voilà, ça fait vraiment penser à des druides, à des nymphes. De ce côté-là. Et donc on a ces 3 points de vue qui à un moment donné vont s'entrelacer. On a la forêt qui est très importante, la nature qui est très importante. Là, en plus on a une guerre entre plusieurs villages, plusieurs royautés. Voilà, c'est de la guerre de pouvoir. On a un petit plan juste... une petite carte juste au début, donc ça fait vraiment très fantaisie. On est sur de la fantaisie un petit peu moyenâgeuse, puisque on a l'impression que Célène elle est un peu en mode Moyen-Âge, un peu chasse aux sorcières. En fait c'est vraiment un mélange de château fort et de
de Salem avec les chasses aux sorcières, etc. Et voilà, franchement pour les amoureux de la fantasy, même si vous aimez quand il n'y a pas beaucoup d'action, vous aimez que tout se passe dans la plume, dans les actions, etc. Enfin dans les mots, franchement moi j'ai beaucoup aimé. Et pourtant je vous le dis, je ne suis pas du tout une fille qui aime le nature writing, qui aime l'onirique. Et j'avais mis celui-là mais je me suis dit, je vais pas accrocher, je vais subir toute ma lecture, etc. Je l'ai bouffé ce livre, c'est-à-dire que dès que, même si j'ai mis 2 semaines je crois à le lire en tout, puisque je le lisais qu'en papier en table de chevet, mais en fait dès que je le lisais j'avais du mal à l'arrêter. En plus on faisait que changer de point de vue, donc en fait on avait un cliffhanger à la fin d'un chapitre, mais il fallait qu'on attende le 3 chapitres pour pouvoir retrouver ce personnage là et savoir la suite, et du coup ça m'a happée, j'avais envie de connaître la suite. Il y a des choses qui m'ont un petit peu perdue, mais franchement ça a été une très très belle découverte pour moi et j'ai adoré. Ça a été une très bonne surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment si on peut me parler d'une très bonne surprise pour cette année, celui-ci est clairement dedans, vraiment il est clairement dedans, et je vous le recommande pour ceux qui aiment la fantasy et qui ne se sont pas penchés sur les éditions Hurlevent. Je sais qu'il y en a qui aiment la fantasy et qui n'ont pas forcément accroché, mais franchement moi j'ai été happée direct, et je vous le recommande vraiment. Maison d'édition Hurlevent, c'est quasiment carton plein, hein. D'ailleurs je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo sur cette maison d'édition, mais je vais attendre d'en lire encore quelques. On arrivait en fin de mois, je venais de terminer mes lectures un peu prévues, je ne savais pas trop quoi lire, du coup j'ai foncé dans À tout jamais de Colleen Hoover, qui n'est autre que la suite de Jamais plus. Dans Jamais plus on va suivre, je sais pas si je dois vraiment vous faire un résumé, mais on est sur de la New Romance, voilà, on est chez Hugo New Romance. Dans le premier tome on parle de violence conjugale, et dans celui-ci également, puisqu'on suit Lily dans 2 temporalités, dans le premier tome, dans 2 temporalités, une où elle est petite fille et qu'elle voit son père frapper sa mère, et une où elle est adulte et qu'elle a un rêve, c'est d'ouvrir une boutique de fleurs. Elle va faire une rencontre qui va finir par être son mari, etc. Sauf que tout ce qu'elle pensait être tout beau, tout rose, va vite se transformer en cauchemar. Et donc je vais pas vous dire exactement ce qui se passe là-dedans, mais on suit la suite de cette histoire. Lily a un nouveau départ, de nouveaux objectifs, etc. et va retrouver son amour de jeunesse qui l'a aidé justement dans la partie du passé du premier tome. Et donc on découvre déjà ce jeune homme dans le premier tome, et là il va recroiser sa route, et il va y avoir toute cette question de est-ce que je peux, est-ce que... bref. C'est vraiment une suite directe. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que ça vous spoilerait Jamais plus, mais j'ai plutôt bien aimé celui-ci. Il est moins bouleversant que le précédent. On est sur la rédemption, sur le pardon, sur l'avancement, un peu comme Rose Madder. On est sur est-ce qu'on peut reconstruire sa vie, est-ce qu'on mérite d'avancer, et voilà comment certaines personnes, certaines choses vont être prises, et voilà, j'ai bien aimé. Ça m'a pas changé la vie de connaître l'histoire, la suite ou pas, j'ai trouvé ça mignon, moins fort que le premier, mais vraiment, si elle n'avait jamais fait de suite, j'aurais dit pourquoi pas. C'était un happy ending quand même, la fin du premier tome je trouvais, et voilà, là c'est un petit peu de fan service, mais je suis quand même contente d'avoir retrouvé Lily, d'avoir retrouvé tous les autres personnages, même si ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu, et du coup il y avait des personnages, je m'en souvenais plus trop, mais voilà, très contente de l'avoir lu. Après, pas immémorable non plus. Ensuite j'ai lu les tomes 1 et 2 de La Femme de ménage. Donc d'abord j'ai lu La Femme de ménage, où on va suivre Millie, je crois que c'est ça, qui est une jeune femme qui cherche un travail, sachant qu'en plus elle a un casier judiciaire. Elle cherche un travail depuis sa sortie de prison, et elle va être embauchée en tant que femme de ménage. La personne lui semble hyper gentille, etc.
Elle est pour un couple, mais quand elle commence à travailler, elle va vite voir que c'est pas tout beau tout rose non plus. Sa patronne commence à être de plus en plus méchante, de plus en plus vicieuse. Elle l'a fait passer pour menteuse. Elle a une chambre où c'est un petit KGB, en haut un petit grenier qui se ferme uniquement de l'extérieur, donc hyper bizarre. Et voilà, il va y avoir pas mal de choses de ce côté-là. Il y a deux parties vraiment. On a un énorme plot twist au milieu qui va tout remettre en question. C'est ce livre-là, cette saga-là, a fait une hype monumentale, mais vraiment monumentale. Tout le monde disait oh, le plot twist, je l'avais pas vu venir, Je vous avoue que moi, le plot twist, je l'avais vu venir, mais à 100 000 km et j'étais pas méga surprise, mais ça n'a pas totalement entaché ma lecture. J'ai l'habitude de lire du thriller et du coup, maintenant il y a des choses, on me la fait plus, même s'il y a des choses où je suis complètement bernée, il y a même des éléments où j'ai été complètement bernée, mais il y a des petites choses, on me la fait plus. Et du coup, mais comme je vous le disais, ça n'a pas entaché ma lecture. On est vraiment sur une première partie où il y a tout le déroulé de Emily qui travaille pour cette famille, ça se dégrade de petit à petit et il va se passer une chose. Et ensuite, sur la deuxième partie, on va retourner dans le passé, on va avoir d'autres points de vue et tout ce qui va amener d'un autre point de vue que celui de Emily à ce moment-là. Et ensuite, on va tout regrouper et il va y avoir une explosion finale. En gros, c'est ça l'histoire. Et franchement, j'ai trouvé la construction hyper bien faite. J'ai trouvé que justement le plot twist était très bien fait, même si très prévisible pour moi. Je trouve que ceux qui n'ont pas l'habitude, pour du grand public, c'est très très bien, c'est percutant, c'est vraiment incroyable. On est sur un thriller domestique, donc c'est quand même hardcore, mais pas sanglant ni rien. Franchement, c'est plutôt bien dosé, c'est plutôt bien fait, on sent la détresse des personnages, on sent tous les protagonistes, comment ils se ressentent, enfin bref, il y a pas mal de choses qui se ressentent, on se demande comment ils vont réussir à se dépatouiller de leur situation, mais franchement, j'ai trouvé ça hyper bien. Ça, pour moi, ça vaut pas la hype que ça a eu, mais j'ai passé un très bon moment et je trouve que vraiment cette construction de le début de Millie qui travaille, qui se dégrade, etc. et ensuite on retourne en arrière avec un autre point de vue qui amène jusque là, je trouve que c'est hyper bien. Le tome 2 est construit exactement de la même façon, c'est-à-dire que Millie va être réembauchée par une autre famille pour s'occuper du mariage patati patata, sauf qu'il y a elle ne voit que le monsieur et la jeune femme, enfin sa femme semble être cachée dans une pièce et elle comprend pas trop pourquoi, elle ne l'a jamais vue, elle entend des bruits un petit peu bizarres, donc elle va commencer à fouiller. D'un côté aussi on a toute la vie privée un peu de Millie qui a changé, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites, elle a avancé de certains côtés. Donc on a ce côté un peu vie personnelle qu'on n'avait pas forcément dans le premier tome. Et on a un plot twist. Et ce plot twist nous ramène où on recule et on a les différents points de vue. Le tome 2 je l'ai un petit peu moins aimé, mais il m'a plus surprise que le tome 1. Vraiment il y a des choses, je ne m'y attendais pas du tout. Et cette fois-ci le plot twist je l'avais pas trop vu venir. Vraiment je comprenais pas trop le pourquoi du comment et autant il y a une partie du plot twist que j'avais vu venir, l'autre pas du tout. Mais alors pas du tout, je me suis dit justement on est déjà à la moitié, qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième moitié? Avant le plot twist j'étais là, qu'est-ce qu'on va avoir? Et bon, encore une fois j'ai trouvé ça très bon, je trouvais un petit peu tiré par les cheveux la fin, mais je l'ai dégommé encore une fois. Je pense que les deux premiers tomes, je les ai lus en même pas une semaine. Ou si, peut-être un peu plus d'une semaine. Je les ai écoutés en audio. Et franchement, ils se sont bouffés. Ils se sont lus à une vitesse. J'avais envie de connaître la suite, de savoir ce qui allait se passer encore et encore. Et franchement, je peux que vous recommander parce que c'est vraiment sympa. Je comprends la hype sans la comprendre. Voilà, l'histoire est cool, mais ça...
C'est pas un énorme coup de cœur, c'est sympa, c'est un bon thriller domestique, je vous recommande. J'ai hâte de lire déjà le 3e tome et d'être un petit peu à jour sur cette saga, mais en audio ça passe hyper bien. Il me reste 2 romans à vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry que j'avais acheté lors d'une brocante. Celui-ci, c'est le premier roman de Jérôme Loubry, sachant que j'en ai déjà lu 2, c'est le 3e que je lis de lui. Donc, comme vous allez le comprendre, c'était un très bon Jérôme Loubry. C'était un très bon premier roman, mais sachant que j'ai lu déjà d'autres Jérôme Loubry qui m'ont complètement retourné le cerveau, puisque j'ai lu Les Sœurs de Montmort et Les Refuges qui m'ont complètement retourné le cerveau, celui-ci était ok. Voilà, c'était un très bon roman, premier roman, mais pour du Jérôme Loubry que je connais, c'était pas sensationnel non plus. On est à Détroit, on est sur 2 temporalités différentes, donc en 2013 et en 1998, et ils sont à la traque de... alors c'était hyper trigger pour moi parce qu'on parle d'enlèvement d'enfants, de meurtre d'enfants, etc. En 1998, on a Stan qui traque le géant de brume de Détroit. Voilà, Détroit devient une ville complètement délinquante, complètement... Voilà, pas très bonne, où il se passe jamais rien de bon, et donc il y a un terrible meurtrier qui sévit et il est surnommé le géant des brumes. Et donc il va traquer pendant des années ce tueur-là. Ça va en devenir une légende parce qu'il ne va pas réussir à l'avoir et Stan va ruiner toute sa vie personnelle à cause de ce géant des brumes justement. Il va commencer à picoler, à devenir violent, etc. Donc il va plus avoir la garde de de son fils, il va se séparer de sa femme et on est en 2013 où ils arrivent à choper un gars. Au début de roman, ils arrivent à choper un gars, sauf qu'il a enlevé des enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés des enfants. Ils sont persuadés que c'est le géant des brumes. Mais il n'y a pas de corps pour l'instant et ils trouvent pas les gamins. Et on revient en arrière où on va suivre du coup Stan et Sarah qui vont enquêter sur la disparition d'enfants. Donc on a pendant tout le livre toutes les disparitions d'enfants, on les vit et on va avoir différents points de vue. On va avoir le point de vue de Stan, de Sarah, comment tout se recoupe, les différentes temporalités et du coup l'enquête. Ce roman fait 300 pages, vraiment il est assez court, donc en fait il est très rapide et très expéditif. On n'a pas le temps d'aller en track, de se mettre dedans, de vraiment... En fait, j'ai l'impression un peu de l'avoir lu en diagonale et pourtant je l'ai pas trop lu en diagonale. C'est pour ça que je dis que c'est un premier bon tome parce que vraiment il m'a quand même un petit peu retourné le cerveau. Il y a beaucoup de choses où je ne m'attendais pas puisque il y a un des personnages qui va être lié de très près à cette enquête-là et à ce tueur-là. Et ça, je l'avais pas vu venir, je l'ai pas vu arriver, mais c'est vrai que du coup, on va pas dans l'histoire, on va pas dans le fin fond des choses, dans les détails comme il peut le faire maintenant avec des romans un peu plus épais. On reste un petit peu en surface, mais vraiment c'est un très bon premier roman. Pour un premier roman, je trouve que c'est vraiment génial. Je pense que j'aurais commencé par celui-ci, j'aurais adoré, mais comme je sais ce qu'il vaut maintenant, du coup j'ai un avis un peu plus mitigé. Et voilà, je suis contente de l'avoir découvert, je vais continuer à découvrir Jérôme Loubry, j'ai envie de lire tous ses romans, même si je crois que le dernier n'a pas fait sensation, mais voilà, je comprends pourquoi il y en a qui l'ont pas trop aimé, en tout cas qui l'ont moins aimé que les autres. Moi je l'ai payé 50 centimes, donc autant vous dire que j'en suis ravie. Et le dernier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Bride de Ali Hazelwood, que j'ai lu en 48 heures. 72 heures max, que j'ai lu en lecture commune avec pas mal de personnes du Discord de Cornelius. Voilà, on l'avait proposé en lecture commune, ça n'avait pas fonctionné. Tant pis, on l'a lu entre nous. Ali Hazelwood, je trouve ça ok, mais sans plus. C'est pas oufissime. Et encore une fois, elle est revenue avec une romance paranormale, patati patata, qui était ok.
qui était hyper sympa. J'étais contente de lire, de découvrir cette histoire, mais je peux pas en avoir un souvenir impérissable. Vraiment, je l'ai fermé hier, j'étais là, bon bah ok, c'était sympa. On est sur une histoire un petit peu à l'ancienne entre vampires et loups-garous, puisqu'on va suivre une jeune femme vampire qui n'a jamais vraiment vécu avec les vampires, qui a surtout vécu avec les humains. Elle a une meilleure amie humaine d'ailleurs. Sauf que cette meilleure amie disparaît et elle va retrouver juste un papier avec un nom marqué dessus. Et son père la convoque, puisque son père est une personne très haute placée chez les vampires, et va lui dire qu'elle est mariée d'office et de façon arrangée avec l'alpha loup-garou, et qu'elle n'a pas le choix, c'est pour le bien de la cohabitation entre les deux. Et donc ça tombe bien, puisque le nom qui est sur le papier n'est autre que le nom de l'alpha. Donc elle va décider de se marier avec cet alpha pour pouvoir enquêter sur la disparition de sa copine. Et donc on va avoir toute la rivalité vampire contre loup-garou. On est sur une bitlit, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment à la Twilight. Je crois que c'est une fiction de Twilight. On est vraiment dans cet esprit-là de guéguerre entre les vampires et les loups-garous. Et on va avoir un enemies to lovers. Forcément, voilà, il n'y a rien d'autre à dire de cette histoire. J'ai passé un bon moment, franchement. J'ai trouvé ça cool, assez addictif. On avait envie de connaître la suite, de savoir ce qui allait se passer, etc. Et je l'ai écouté en audio d'ailleurs, je crois. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audio. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper rafraîchissant, hyper drôle à certains moments, un peu prévisible à certains. D'autres, je m'y attendais pas trop. Il y avait certains points où j'étais là, bah ouais, mais en fait, c'était écrit depuis le début, c'était sûr et certain, pas très original. Et il y en a d'autres où j'ai été quand même un peu plus surprise. Et franchement, dans ça, j'ai trouvé ça pas mal. Après, moi, Alice Hazelwood, je l'avais un peu ressenti dans The Love Hypothesis. J'avais trouvé ça sympa, mais encore une fois, je comprends pas les méga coups de cœur qu'il y a et la hype qu'il y a. Je trouve ça bien, je trouve ça rafraîchissant. Je trouve que c'est les nouvelles plumes de romance, etc. qui sont cool, mais ça vaut pas, ça casse pas trois pattes à un canard pour moi. Je passe toujours des bons moments, mais j'oublie quasiment assez rapidement ce qui se passe, les histoires, etc. J'ai quand même envie, contrairement à Emily Henry, de continuer Ali Hazelwood, mais bah c'est pas dans mes priorités number one. Vraiment, c'est. Et puis c'est pas un livre que je lirais. Je pense qu'en audio c'est très sympa, mais c'est pas un truc que je lirais en papier ou que j'achèterais. Voilà, j'ai pas envie d'acheter Bright, j'ai pas envie d'acheter ses autres romans. J'ai été contente de les découvrir parce qu'en plus ils font vraiment une grosse hype, tout le monde aime Ali Hazelwood, etc. Là on était en lecture commune, je pense qu'il y aurait pas eu de lecture commune, j'aurais pas découvert ce roman. Voilà, il me tentait sans plus, voilà, ça a un peu conforté mon idée de c'était sympa, mais pas incroyable. Aujourd'hui il y a des romantaisies qui sont un peu plus sympas et voilà. Mais bon, pourquoi pas continuer. En plus ça fait très nostalgique vraiment, le combat entre les vampires et les loups-garous. Ça fait très année 2010, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, pas exceptionnel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, à me dire combien de livres vous avez lu sur le mois d'octobre, à me mettre une petite pumpkin pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez fait des lectures un petit peu spooky. Ma fille est en fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!